tous les moyens en œuvre pour lever les mystères sur le prétendu détournement de 207 000 $ du budget de l'opposition parlementaire. À quelques kilomètres de Bukavu, à la frontière rwando-congolaise, plus d'une soixantaine de personnes frappées par la diarrhée et hospitalisées après avoir consommé une boisson locale à base de bananes. Antena, le journal, James Katamboa. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. La majorité présidentielle s'est réunie une fois de plus ce mardi 7 octobre à Kingakati autour de l'autorité morale de la MP, Joseph Kabila. Des sources sûres, l'on apprend qu'au cours de cette réunion, il n'a pas été question de la formation du gouvernement. Mais cela n'a pas empêché les membres de la MP de parler des questions d'actualité du pays. Le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu, a présidé ce mardi 7 octobre 2014 dans son cabinet de travail la réunion hebdomadaire de la Troïka politique. Les conjonctures mondiales et nationales ont focalisé l'attention des experts. Jean-Luc Miasekama. Scruter la conjoncture mondiale pour éviter toute surprise sur l'économie congolaise, c'est le rôle auquel s'attelle la Troïka politique des finances. Nous avons analysé le comportement des prix des matières premières essentiellement exportées par la République démocratique du Congo, à savoir les prix des matières premières en ce qui concerne les produits miniers, les produits agricoles ainsi que les produits énergétiques qui ont connu une baisse d'une semaine par rapport à la semaine précédente. Malgré la conjoncture internationale peu reluisante, les perspectives économiques de la RDC sont bonnes. Notre monnaie se consolide autour des 925 à l'indicatif et 932 sur les marchés parallèles. La gestion des opérations financières de l'État atteste un déficit de 30 milliards de francs congolais pour les mois de septembre. Mais pour les mois en cours, nous travaillons pour dégager un résultat déficitaire et excédentaire. Le niveau de croissance reste maintenu à 8,7% et cette croissance sera impulsée essentiellement par le secteur primaire, c'est-à-dire l'industrie extractive, le secteur secondaire, l'industrie manufacturière, et le secteur tertiaire, à savoir le commerce de gros et détail, les transports et télécommunications, ainsi que les services administratifs hors administration publique. Le produit intérieur brut de la RDC en 2014 devait être de 42 milliards de dollars. Information faisant état d'un décaissement en 2013 de plus de 207 millions de francs congolais sur le compte de l'opposition congolaise suscite réaction et colère au sein de l'opposition à l'hémicycle du Palais du Peuple. Clément Kankou, député national et président national du mouvement pour les renouveaux, pense que tous les moyens seront mis en œuvre pour démasquer les détourneurs de cet argent. Les points avec Ricardo Bakwa et Juden Belebele. La plénière du jeudi dernier consacrée au débat autour de la reddition des comptes du budget de l'exercice 2013, au cours de laquelle le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a annoncé le décaissement de plus de 207 millions de francs congolais dans les comptes du budget alloué au poste du porte-parole de l'opposition. Depuis, les réactions ne cessent de tomber. La dernière en date est celle du député national et président du mouvement pour le renouveau, l'honorable Clément Kankou, qui estime que l'opposition est bloquée par la majorité au pouvoir qui continue à freiner l'organisation de l'élection du porte-parole de l'opposition. Nous étions tous surpris de voir qu'on a activé le compte, du moins une rubrique qui concerne l'opposition politique, avec cette bagatelle de 200 et quelques millions de francs congolais. Ça nous a tous surpris et nous avons posé des questions aux ministres délégués qui nous disent exactement où est passé cet argent. Vous avez suivi avec nous que le ministre n'a pas répondu à cette question. Quant à la question de savoir le vrai bénéficiaire de cette somme exorbitante, l'honorable Clément Kankou espère que la commission économico-financière devra lever l'équivoque. Il y a certainement une forte suspicion de la part des députés en général, de l'opposition en particulier, sur, en tout cas, une opération qui, pour nous, est tout simplement un détournement de fonds, parce que cet argent n'a pas servi là où il devait servir, c'est-à-dire à l'opposition.
Face à la détermination de l'opposition Kitua Mordikis à être fixée sur la vraie destination de cet argent, il convient donc au bureau de 2 chambres du Parlement de veiller sur le bon déroulement de l'enquête confiée à la Commission économico-financière. Dans le même registre, les députés de l'opposition se sont dit insatisfaits des réponses du ministre délégué aux Finances sur les 500 millions de francs congolais prévus dans les budgets 2013 pour le fonctionnement du bureau du porte-parole de l'opposition lors de l'examen du projet de loi portant reddition des comptes du budget 2013. Voilà qui relance à ce jour les débats sur la désignation du coordonnateur de l'opposition qui n'a fait que perdurer. Des explications dans ce commentaire d'Elaine Bofando-Bungu. Le délai légal pour la désignation du porte-parole de l'opposition en République démocratique du Congo est largement dépassé. Selon l'article 19 de la loi portant statut de l'opposition, le coordonnateur de cette composante politique devrait être désigné par consensus, à défaut par vote majoritaire, en dehors 1 mois après l'investiture du gouvernement. Et en dehors du consensus selon la Constitution, c'est la plénière qui tranche. Le gouvernement Matata ayant été investi depuis le 9 mai 2012, l'opposition congolaise se trouve du coup hors délai. En effet, au dire de certains députés nationaux membres de l'opposition, ils n'attendent plus que l'organisation de l'élection du porte-parole de l'opposition par les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. De son côté, l'opposition dit avoir déjà adressé au bureau de la Chambre basse du Parlement une correspondance l'invitant à procéder à l'organisation de cette élection, les consensus étant difficiles à être dégagés entre les différents groupes parlementaires. Selon toujours la même source, le bureau de l'Assemblée nationale attend d'harmoniser le calendrier avec le Sénat pour fixer la date de cette élection. Parlementaire ou non, le porte-parole de l'opposition devrait être élu par les députés nationaux et les sénateurs, membres des groupes parlementaires de l'opposition. Selon l'article 21 de la loi portant statut de l'opposition, il a rang de ministre d'État et bénéficie des avantages afférents à cette fonction. Et au niveau des provinces, les porte-paroles de l'opposition auront le rang des ministres provinciaux. Le projet de règlement de l'opposition préconise que ce porte-parole aura 4 adjoints issus des différents regroupements politiques de l'opposition, dont UDPS et FAC, MLC et Alliés et UNC et Alliés. On se souviendra que le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, avait en fait en son temps appelé les députés de l'opposition à se surpasser afin de désigner dans un bref délai leur porte-parole. Car à l'allure où vont les choses, l'opposition politique risque de rééditer la même situation qu'elle a connue en 2006 où toute la législature s'est écoulée sans qu'un porte-parole soit désigné. Les acteurs politiques de l'opposition ne doivent pas perdre de vue qu'il s'agit d'un droit reconnu par la Constitution et non un simple poste. Maître Serge Mayamba, l'un des avocats du journaliste Mike Mukebai, incarcéré au CPRK, a réagi ce mardi 7 octobre 2014 face à la photocopie certifiée du journal RD Congo News que le ministère public a présenté à la Cour sur l'imputation dommageable au cardinal Mosengo. Après l'audience qui a eu lieu le vendredi dernier au tribunal de paix à Gombe. Un reportage Anne-Marie Ossite et Safi Maléo. Une photocopie prétendument certifiée, conforme à l'original du journal RD Congo News, avec des mentions des bas des pages, a été présentée par les ministères publics comme la signature de l'article supposé imputer méchamment le cardinal Mosengo a été décelée à l'audience de vendredi dernier par les avocats de Mike Mukebai comme info. Le dossier est déjà entre les mains du tribunal qui a commencé son instruction. À partir de ce moment, le ministère public en est dessaisi et il ne peut plus poser d'acte dans ce sens. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons soulevé une irrégularité liée à la violation de la loi, par cela que le ministère public s'est permis de faire certifier conforme à l'original, alors que l'original n'existait pas, la pièce à conviction dans le dossier en l'antidatant. Donc nous avons demandé au tribunal de considérer dans le dossier des irrégularités. Pour maître Serge Mayamba, l'un des avocats de la partie défenderesse, à ce stade, le ministère public ne peut plus certifier une photocopie et la présenter au tribunal. Affaire à suivre. Justice encore, la cause a été prise en délibéré au tribunal des grandes instances de Butembo dans le procès en appel opposant le journaliste Christian Mouindo au député Bindo Lemi et Crispin. Plus de détails dans cette correspondance de Merveille Kakoulé Saliboko. J'en téléphone par Domomad. Le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré.
C'est à ces mots que Madame la juge présidente a clos l'audience de ce jeudi 2 octobre 2014 au tribunal de grande instance de Butembo. Une audience dans le procès en appel du journaliste Kahindo Muki Christian contre le député Mbindule Mitono Crispin. Toutes les parties sont sereines et espèrent que le verdict sera en leur faveur. Tel Maître Seki Rakiwa Souvamo qui défend les intérêts de l'éditeur-directeur du journal Rafiki. Il fallait que la partie Mbindule puisse jouir de son droit de réponse. Parce que si on permet en fait à tout le monde de poursuivre les journalistes, cela va vider même le sens du droit à la liberté de la presse et même le droit à l'information. Alors pour cela, de l'esprit de cette loi sur la liberté de la presse, il est vraiment indiqué qu'on puisse d'abord faire son droit de réponse avant de saisir les cours des tribunaux, puisque la mauvaise foi des journalistes ne peut être établie que si il a refusé le droit de réponse. Mais dans les cas d'espèce, ils n'ont pas voulu jouir de ce droit. Pour sa part, Maître Jimmy Perouzi, avocat du député national élu de la ville de Butembo, affiche une même attitude. Il n'y a pas de personnes immunisées contre les poursuites judiciaires. Que ce soit un journaliste, que ce soit un député, que ce soit qui que ce soit, nous faisons et nous ferons régulièrement face à la justice. Et la loi a prévu des limites. Et ces limites-là, nous sommes appelés à les respecter scrupuleusement. Et je l'ai dit la fois passée et je le redis, le présent procès a pour but de montrer quelle est la vraie limite dans les fonctions journalistiques. Notons que le journaliste Kahindo Muki Christian avait été condamné par le tribunal de paix de Butembo à 2 mois d'emprisonnement et au paiement de $1000 de dommages et intérêts dans un procès à diffamation pour avoir publié dans le 3e numéro du journal Rafiki l'article intitulé « Le GCLG du député Mbindule escroque $50,000 américains du Belge Yves Verret ». Merveille Kakule Saliboku, Butembo, Anden A. Les animateurs des 2 bureaux de consultation gratuites du barreau de Kinshasa, Gombe et Matete, en collaboration avec l'UNICEF, ont tenu conjointement une conférence de presse pour présenter les statistiques des consultations juridiques et différentes activités entreprises dans le but d'aider légalement et sensibiliser la population sur la mission ou mieux le rôle de ces 2 structures de défense des droits des enfants, jeunes et toute autre personne en situation de vulnérabilité. C'était le lundi 7 octobre en la salle de réunion du Conseil de l'ordre de barreau de Kinshasa, Matete, à la 4e rue Limité. Reportage Willy Kacha. Au cours de cette conférence de presse à laquelle le chevalier de la plume ont pris part, l'occasion était donnée aux responsables de 2 bureaux de consultation gratuite de barreau de Kinshasa, Gombe et Matete de faire le bilan des actions entreprises par leur structure au profit de la population. Selon les statistiques présentées aux journalistes à cette rencontre, l'action de BCG accroît du jour au jour. Les bureaux de consultation gratuites ont à ce jour reçu, traité et trouvé des solutions aux problèmes en rapport avec les divorces, coups et blessures volontaires, conflits de travail, viols, succession et tant d'autres. La législation congolaise sur l'aide légale, disons-le clairement, n'existe pas. Voilà pourquoi nous plaidons pour que le Parlement congolais prenne une loi autonome portant organisation, réglementation, octroi de l'aide légale en République démocratique du Congo. Le travail de 2 bureaux de consultation gratuite est palpable sur le terrain. Voilà pourquoi l'État congolais devra apporter un soutien matériel et financier à ces structures de défense des droits des personnes vulnérables au lieu de regarder ailleurs. Aucun cas d'Ebola n'a été enregistré depuis plus de 11 jours à Djera, dans la province de l'Équateur. Selon le docteur Justus Ngio, expert épidémiologiste et coordonnateur du plan des contingences de l'épidémie dans ces territoires de Boende, la situation est sous contrôle et sous la maîtrise des équipes de surveillance mises en place à Boende. Suivez.
Il faudra attendre 42 jours à partir du 26 septembre pour décréter la fin de l'épidémie, à condition qu'il n'y ait aucun nouveau cas dans cette période. Concernant la guérison de 27 personnes atteintes du virus à Ebola, le docteur Josincio a indiqué qu'à l'heure actuelle, la riposte contre l'épidémie n'a atteint que 17% de guérison. Les dernières statistiques de l'épidémie d'Ebola à Djera données par le ministère de la Santé a fait état de 42 personnes décédées sur les 70 cas d'Ebola enregistrés depuis le mois d'août dernier à Djera. Les habitants de cette localité se sont quand même plaints de la stigmatisation dont font l'objet des malades, même du paludisme de la part de personnel de la santé. Ces derniers les assimilent tous aux victimes à Ebola. Ce qui a incité la MONUSCO à dépêcher à Bowende une équipe de volontaires pour apporter un appui logistique au système sanitaire et pour la prise en charge psychosociale. Cette nouvelle n'est pas du tout bonne comme la précédente. À Kamanyola, dans la plaine des Ruzizi, à la frontière séparant la RDC et le Rwanda, plus d'une soixantaine de personnes sont tombées malades après avoir consommé une boisson fabriquée à base de bananes. Mitima de la Chance, notre correspondant à Bukavu, nous en dit un peu plus. De personnes sont internées dans différentes cités situées à la limite entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Ces personnes auraient consommé la boisson locale communément appelée Kasiksi, fabriquée à base du jus de banane mûre. Selon les témoignages recueillis sur place, c'est depuis vendredi passé que toutes ces personnes ont consommé cette boisson chez leurs compatriotes du quartier. Curieusement, après quelques heures, toutes ces personnes, hommes ou femmes, petites ou grandes, qui l'ont consommée, ont attrapé immédiatement la diarrhée avec beaucoup de faiblesse physique. Même les membres de la famille dans laquelle elles ont pris la boisson se sont retrouvés dans le même état, ce qui les a fait croire à l'idée d'empoisonnement par un inconnu. Dans les structures sanitaires où nous nous sommes rendus, le personnel médical s'inquiète de cette situation. Ce personnel soignant indique que toutes ces personnes présentaient des signes de déshydratation accentuée, mais à part les perfusions qu'elles reçoivent depuis le week-end, ces structures médicales s'activent de les administrer aussi des antidotes. Le retour des Kamanyola dans la plaine des Ruzizi. Mitima de la Chance, Antenne A. À travers le projet Kinshasa Rose, la structure International Working Lady procède à la sensibilisation et à la mobilisation de la capitale contre le cancer du sein. C'est ainsi qu'elle organise le 25 octobre prochain le marathon de l'espoir qui partira du boulevard Triomphal jusqu'à la gare centrale. Une fois de retour sur ce boulevard Triomphal, un village de l'espoir sera érigé pour un dépistage gratuit. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée ce 6 octobre par Patricia Nzolantima, l'initiatrice du dit projet. Igmou Sangilay et José Moussangana. Selon l'OMS, chaque année dans le monde, environ 1 million de cancers de sein sont diagnostiqués et 400 000 femmes en décèdent. En République démocratique du Congo, cette maladie touche non seulement des femmes ménopausées, mais aussi et surtout les plus jeunes. Ainsi, pour sensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale, la structure International Working Lady organise avec ses partenaires plusieurs activités dont le marathon de l'espoir prévu pour le 25 octobre prochain. De près, c'était de pouvoir informer les gens par rapport au marathon que nous organisons relatif au cancer du sein, qui sera Kinshasa Rose, dont l'objectif c'est de pouvoir sensibiliser, mobiliser toute la population congolaise sur le risque du cancer de sein et surtout le soutien dont on a besoin à travers les médias, à travers des personnalités par rapport à ce fléau qui touche de plus en plus des femmes de la RDC. Le marathon est prévu pour le 25 octobre et par la suite, au fait, en même temps en partenariat avec le ministère de la Santé, nous allons au fait justement organiser ce dépistage et ce qui est bien, c'est que même la présidence s'est impliquée par rapport à ce projet pour pouvoir aider certaines femmes à se faire dépister. Kinshasa Rose est un programme qui intéresse non seulement les femmes, mais aussi les hommes, car selon les experts, même un homme peut contracter le cancer du sein. L'occasion est donc donnée pour le dépistage après ce marathon. Selon l'OMS, tout à fait autre chose à présent. Réunis les dimanches derniers dans la paroisse Sacré-Cœur à la Gombe, les ressortissants et personnalités des deux Kivu ont tenu à honorer la mémoire de 3 de leurs évêques décédés pour la bonne cause. Lucie Mahamba et Natacha Bomongo.
Pour honorer la mémoire de 3 évêques décédés dans des circonstances plus ou moins troubles, les ressortissants du Nord et Sud Kivu à Kinshasa ont demandé une messe d'action de grâce en souvenir de Messeigneurs Charles Mboga, Muzihirwa et Kataliko, dont la fondation Kataliko fête les 10 ans. Cette célébration eucharistique a été précédée par des témoignages. Pourquoi Monseigneur Kataliko est-il devenu insupportable en air du Congo et aux hommes de Kigali? Tout simplement parce qu'il est un homme vrai, au parler franc, un homme qui ose dire tout haut ce que beaucoup de personnes pensent. N'oublions pas que son prédécesseur, Monseigneur Muzihirwa, a été lâchement assassiné en pleine ville de Bukavu en 1996. Plusieurs autorités politiques et personnalités de Kivu ont pris part à cette messe, parmi lesquelles le gouverneur du Sud Kivu, le ministre de l'Agriculture, les sénateurs, etc. Pour le participant, ces évêques, et particulièrement Monseigneur Kataliko, devraient être canonisés. Il ne reste plus qu'à l'Église catholique d'entamer la procédure. Alors à présent, faire la lecture des parutions d'aujourd'hui dans cette revue de presse signée Domomad. Bonsoir. Le match titre à sa une le phare Obeminaku Matata, Kabila, arbitre ce mardi à Kingakati. Dans la majorité présidentielle, écrit le journal, on estime qu'il y a comme un déséquilibre dans l'appropriation des réalisations, de sorte que l'impression que dégage les anti-Matata, parmi lesquels se compterait Minaku, est que Matata justement prierait pour sa propre chapelle. Le cœur du problème est donc la communication politique au sein de la MP. La question sera donc soumise officiellement à l'arbitrage de Joseph Kabila, autorité morale de la MP. L'impatience dans les chefs de certains sociétaires de la MP suite à la longue attente du gouvernement de cohésion nationale serait à la base de cette situation. Une nouvelle à les calmer peut-être. Pour bientôt, annonce le guide, une nouvelle architecture gouvernementale. Les délégués aux concertations nationales ont en effet validé jeudi 3 octobre en plénière les conclusions et recommandations des 4 États généraux. La fin de cette étape a marqué celle de l'élaboration d'un rapport final de travaux, lequel sera soumis au président de la République par le Présidium des concertations nationales. Écrit 2003. La mise en place de ces structures judiciaires, pense-t-on, contribuerait à renforcer la capacité des tribunaux nationaux à traduire en justice les responsables des indicibles atrocités commises sur le territoire national. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à demain. Prenons à présent cette page magazine sur les séjours au Katanga d'une délégation de la CENI, délégation conduite par les vice-présidents André Mpungwe. Eric Izami revient ici dans cette page magazine sur l'étape de Lubumbashi et celle de Kolwezi. Les élections de 2011 ont déçu plus d'un Congolais. La Commission électorale nationale indépendante l'a compris. Sa nouvelle équipe dirigeante va à la rencontre de ses partenaires pour lancer les cadres de concertation. À Lubumbashi, après s'être fait annoncer au gouvernorat, son vice-président André Mpungwe Songo y a été au bâtiment du 30 juin 1960. À la veille des élections urbaines, municipales et locales, l'organisation des cadres d'échange avec les parties prenantes s'avère indispensable. C'est là pour nous permettre de bien serrer l'ensemble des enjeux électoraux, de communiquer, d'informer, de sensibiliser et de prendre des initiatives afin de parachever le cycle électoral 2013-2016. Puis les mêmes acteurs ont partagé avec d'autres parties prenantes le même message à la mairie de Lubumbashi. Nous voulons après ce processus. Moi je suis né ici au Katanga. J'aimerais après le processus rentrer ici, circuler à l'homme libre. Nous sommes dit, après les élections, nous allons circuler sans garde de compte. Et c'est pourquoi nous tenons à cette élection réussie. Et nous allons réussir. C'est pourquoi nous avons ce genre de cadre de concertation. Tout ensemble, on échange sur le processus sur les différentes étapes. Après Lubumbashi, considéré comme le pôle opérationnel du Haut-Katanga, la délégation a lancé également ses espaces d'échange d'informations électorales à Kolwezi, dans les lois là-bas. Il y a beaucoup de circulation et beaucoup d'entre vous
Parce qu'hier, quand j'étais là où vous êtes, je pensais que les élections, c'était une affaire facile. C'est délicat. Et parce que c'est délicat, nous avons décidé dans notre plénière qu'il était important que nous puissions faire un rapprochement permanent. Nos cas de concertation sont des cadres permanents pour que nous ayons des échanges fructueux qui nous permettront à la fois de comprendre ce que nous faisons et ça nous permettra également de comprendre ce que vous attendez de nous. Sans oublier que la mission qui est nôtre, nous sommes l'unique organe à pouvoir prendre des décisions, mais en respectant les textes de loi de notre pays. Ayant pris goût au jeu démocratique, les parties prenantes saluent l'initiative. Cette approche a consolidé par ailleurs, avec les concours de secrétaires exécutifs provinciaux, peut aider à recréer la confiance brisée en 2011. Vraiment, nous félicitons le président de la CENI et toute son équipe, puisque vous savez, ce cadre va nous permettre d'échanger et de déceler, il y a des lacunes pour qu'on puisse arranger et permettre aussi aux partis politiques que nous sommes de demander au gouvernement de mettre à la disposition de la CENI les moyens de pouvoir organiser les élections dans un temps record, que de le laisser comme ça, le budget qui est déjà... donc, la CENI dispose déjà, a déjà déposé le budget qu'il faut pour les élections, et jusque-là, la CENI n'a pas encore eu même 40 ou 30%. Moi, je pense que la question qu'elle venait de poser, c'est une bonne méthode de venir vers la force vive, les partis politiques. Le message de la CENI a réussi à apaiser les esprits, surtout dans les chefs des autorités traditionnelles inquiétés avec les conflits récurrents. Ce qui nous a beaucoup enchanté, c'est l'organisation des élections locales. Nous voulons qu'ici, au niveau de Kolwezi, que les autochtones, comme ça se fait partout ailleurs, aient quand même un grand nombre de représentants au niveau local. Puisque au niveau de la ville, Kolwezi, c'est d'abord la ville. Là, nous acceptons que tout le monde soit représenté. Tout le monde qui est à Kolwezi, c'est-à-dire les originaires ou bien les habitants. Mais au niveau local, nous voulons qu'on nous laisse les sièges, nous les autochtones. Le message de la centrale électorale a apaisé Kolwezi en tourment. Mais une opinion estime qu'à la lumière de la bavure de 2011, une restructuration doit s'opérer dans les antennes CENI pour anéantir les pressions ethnico-tribales dans certains coins. Ici, étant donné que le problème de découpage a déchiré les différentes communautés de la place, entre les communautés du district tribunal de Kolwezi et les communautés du district de Lualaba, donc Sando Ati, le Kapanga, chef de Kassage, et ici à Kolwezi, le Boudi et Mouchacha, chef de Kolwezi. Alors ce problème là-bas a déchiré les gens et les différentes communautés de là et d'ici. Alors nous sommes très contents de parler des élections et nous sommes prêts d'aller aux élections. Mais les problèmes qui se posent ici, l'animateur, ce qui se pose des problèmes pour qu'il y ait des élections libres, transparentes et démocratiques et puis apaisées, nous voulons que le président de la CENI, M. Labé, et le référent M. Labé Maloumalou, que nous respectons beaucoup, puissent nous amener une personne neutre, donc en dehors des tribus des communautés antagonistes ici. Les préoccupations exprimées par la population de Lubumbashi et de Kolwezi tournent autour de la révision constitutionnelle. Les responsables de la CENI apaisent les uns les autres car cette question relève du Parlement national. Mais les deux hypothèses déposées depuis fin janvier 2014 par la CENI au Palais du Peuple trouvent leur fondement dans la loi créant la CENI. La perte de la carte par les électeurs et la quintessence de la fiabilisation du fichier électoral ainsi que la stabilisation de la cartographie opérationnelle. Face à cette situation, rassurez-vous que tous ceux qui détiennent des cartes d'électeurs ramassés ici et là, ils ne pourront pas accéder à la base de données. Mais ceux qui ont des cartes d'électeurs, dont la CENI a oublié au regard des multiples problèmes qu'il a à l'interne dans la technicité, dès qu'on refait le même exercice et qu'il est dans la base de données, une fois lancé le système l'accepte. Automatiquement, nous le réinitialisons dans le système et comme nous allons bientôt lancer l'opération du Qatar, s'il n'avait pas sa carte et qu'il pouvait avoir des références dans son centre, on peut lui octroyer une nouvelle carte, ou s'il a sa carte
automatiquement, nous le réintégrons dans le fichier et il va jouir de ses droits. Charles Baudelaire disait, pour que la loi du progrès exista, il fallut que chacun voulût la créer. De même pour les élections. Pour réussir à organiser des élections justes, démocratiques et apaisées, il faut que chacun de nous apporte et fasse son travail, c'est-à-dire joue son rôle. Depuis l'espace d'Annie Banza à Lubumbashi, Eric Izami pour Antenne A. Voilà, c'est bien Eric Izami que nous retrouverons demain sur ce plateau comme intervenant. Léonard Mouemeri a réalisé ce journal dont Moumat en était le chef d'édition. Il me charge de vous dire un grand merci. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Restez fidèles au programme de la chaîne de référence. Bonsoir.